Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. 100 voix pour, 0 contre et 0 abstention, tel est le résultat de vote du projet de loi portant sur les droits et devoirs du défenseur des droits de l'homme au Niger. Une loi votée ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Examen et vote de projet de loi fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme au Niger, voilà à quoi s'est attelé les parlementaires. Cette loi a reçu un avis favorable de tous les députés présents en ce moment de l'hémicycle, à savoir 100 parlementaires. Un vote salué par le ministre de la Justice. Cette loi nous permet de créer un cadre pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des engagements du Niger au niveau international par rapport aux droits de l'homme et aux droits des défenseurs des droits de l'homme, parce que le Niger a pris en charge de nombreux engagements au niveau des traités, des organes des traités, et au niveau de ces passages de l'examen périodique universel. Ces engagements doivent être traduits au niveau des droits internes. C'est dans ce souci que nous avons pris ce texte. Et ce texte nous permet d'une part de définir c'est quoi un défenseur des droits de l'homme, de dire quels sont ses devoirs et ses obligations, et d'autre part, de déterminer les obligations de l'État vis-à-vis des défenseurs des droits de l'homme, déterminer l'ensemble des sanctions et des réparations en cas de situation. Voilà l'esprit de ce texte, et voilà, en fait, c'est pour renforcer les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire que nous avons initié ce texte que l'Assemblée vient d'adopter. C'est une avancée exceptionnelle et le Niger est parmi les tout premiers pays d'Afrique, en tout cas, qui sont en possession de ces textes. Cette loi a fait l'unanimité, même auprès des parlementaires de l'opposition. Nous sommes tous défenseurs des droits humains. En tant que citoyens, d'abord, nous pouvons être défenseurs des droits humains en tant qu'association, en tant qu'État, et même au niveau des instances internationales. Donc c'est l'affaire de tous. Ce projet de loi protège tous les défenseurs des droits humains. Le texte en lui-même, c'est un progrès. C'est un progrès pour les citoyens nigériens. C'est un progrès pour ceux qui sont organisés pour défendre les droits humains. C'est un progrès pour tous. Voici pourquoi l'opposition dans son ensemble a appelé à voter, mais a rappelé surtout, voter c'est bien, mais c'est dans les actions que nous serons jugés si nous sommes réellement citoyens, États, associations ou au niveau international, si nous sommes réellement défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales. À travers ce vote, de 100 voix pour, 0 contre et 0 abstention, les députés viennent ainsi de donner leur feu vert à cette loi qui renferme beaucoup de griefs, dont entre autres la déclaration des structures de la société civile de leurs sources de financement, mais également seul le procureur peut ordonner l'arrestation d'un acteur de la société civile. Lancement ce matin sur toute l'étendue du territoire nigérien de l'évaluation des élèves du CM2 pour leur entrée en 6e. À cette occasion, une de nos équipes est allée faire le constat dans quelques écoles. Il s'agit de Hamza Sakou et Abouakar Souley. Stylo à la main, regard baissé sur les copies. C'est dans cette position que se trouvent les élèves en fin du cycle primaire pour l'évaluation de fin d'année, leur permettant de rentrer en 6e au collège d'enseignement secondaire. Aucune lacune n'a été constatée dans les écoles sillonnées, comme l'expliquent les directeurs des écoles. Les élèves sont là, les maîtresses aussi. En tout cas, tout le monde est là. On a commencé à 8 h et on va finir à midi. Nous avons un effectif donc de 547 élèves. Côté des enseignants, il n'y a aucun absent. Toutes les enceintes sont là. Ils sont tous là. Il n'y a pas une enceinte qui est absente. Comme vous l'avez déjà constaté à travers les salles de classe, effectivement, l'évaluation du 3e trimestre a commencé ce matin. Ici, au niveau de notre établissement, nous avons 3 salles de classe, donc composées de 89 candidats.
officiels et 7 candidats libres. Nous avons constaté l'absence d'un seul candidat ce matin. Au-delà de cette absence, en tout cas, tout est en règle. Nous sommes en train d'évacuer la deuxième épreuve en ce moment, qui est l'épreuve de maths exercice. Les enfants étaient très contents parce que les épreuves étaient à leur portée, à leur niveau. Et donc vraiment, moi je pense que il n'y a même pas eu de problème pour le début de cette évaluation. Et je pense que cette évaluation vraiment sera très fructueuse et très bénéfique pour ces enfants. Nous avons 38 élèves, dont 19 filles. Mais bon, au fait, il y a aussi 2 absents. C'est avec les épreuves de rédaction, de mathématiques et dictée qu'a débuté cette première journée de cette évaluation qui prendra 72 heures sur toute l'étendue du territoire nigérien. Cérémonie de clôture cet après-midi du Forum national sur les médias et la migration. Après 48 heures de travaux, le forum s'est achevé sur une note de satisfaction. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Aboubacar Souley. À la suite donc des 48 heures d'intenses échanges sur des questions de migration initiées par l'UNESCO et l'ICESCO à travers le Forum national sur les médias et la migration au Niger, les travaux se sont achevés sur une note de satisfaction qui est assortie de recommandations pertinentes. Le Forum national sur les médias et les voies de la migration au Niger, tenu à Niamey les 14 et 15 juin 2022, recommande un renforcement des capacités des médias et des journalistes. Renforcer les capacités des médias et des journalistes à travers des ateliers de formation intégrant la dimension genre et le journalisme d'investigation. Encourager les médias à s'approprier les chartes déontologiques, guides et autres documents sur la couverture médiatique de la migration. Renforcer la sécurité des journalistes dans le contexte du traitement de l'information sur les migrations, en particulier sur les questions liées aux droits des migrants, à la traite des personnes et au trafic de migrants. Prendre en compte la migration dans les curricula de formation des journalistes. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire exécutif national de l'UNESCO et l'ICESCO s'est dit réjoui du débat qui a prévalu et des résultats enregistrés. Nous voilà après 48 heures d'échanges, certes houleux, mais très riches d'enseignements, qui nous ont permis d'aboutir à des recommandations pertinentes, un plan d'action très riche et qui va nous permettre d'aborder la conférence régionale qui aura lieu en septembre avec beaucoup de sérénité. Donc c'est l'occasion pour moi, au nom de la Commission nationale UNESCO-ICESCO, de féliciter tous les collègues présents ici pour vraiment leur participation dans l'aboutissement heureux de cette activité que l'UNESCO a bien voulu organiser dans notre pays. Dans son discours de clôture, le secrétaire général du ministère de la Communication lui a rassuré de l'engagement du gouvernement à prendre en compte les conclusions ici des travaux. Après 2 jours d'échanges fructueux, nous voici donc au terme du Forum national sur les médias et la migration au Niger. 2 jours durant, vous avez débattu d'une thématique majeure et qui relève d'une brûlante actualité dans notre pays, à savoir la migration. Vous avez passé en revue et échangé largement sur le projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication. Aussi, vous avez fait l'état des lieux des médias et de la migration au Niger et souligné la nécessité de disposer de desks migration au niveau de chaque rédaction en vue d'un narratif diversifié prenant en compte notamment les voix des femmes migrantes sur les ondes des radios communautaires de la région de Zander, entre autres zones ciblées. Sur les recommandations du Forum, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, et sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, ne ménagera aucun effort en vue de leur mise en œuvre. D'une portée assez significative, les conclusions de ces forums ont également joui de l'assentiment des partenaires parce que visant à mieux informer les candidats potentiels à la migration.
Le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC a animé un point de presse ce jour 15 juin 2022, date qui coïncide avec le 10e anniversaire du lancement de l'initiative Journée nationale de la responsabilité. C'était à son siège à travers un message qui relate les buts assignés à l'initiative. Mousselmi Malam Sita, président de l'ANDC. Aujourd'hui, 15 juin 2022, cela fait exactement 10 ans que dans la prestigieuse École nationale d'administration et de magistrature ENAM, sous le parrainage de son Excellence Dr Al-Hussein Mouloud, président d'honneur de notre organisation, et en présence de la très sage et respectée présidente du Conseil constitutionnel, Madame Salif Fatimata Bazei, l'initiative Journée nationale de la responsabilité a vu le jour. Le but d'une telle initiative est de contribuer au renforcement et à la promotion de l'identité Niger, pays des hommes responsables. Car pour réussir ensemble l'idéal commun de changement de mentalité et de comportement, chaque citoyen doit incarner en lui et en toutes circonstances un sens élevé de responsabilité afin de garantir la paix et la prospérité chères à toute nation. Partant de cette conviction, comme gage d'un développement harmonieux de toute nation responsable, alors notre fierté est d'encourager à veiller au respect de cette valeur en tant que baromètre dans l'accomplissement de nos devoirs respectifs. Parce que chaque devoir accompli est un droit servi. C'est pourquoi la particularité de cette édition 2022 de la Journée nationale de la responsabilité est d'une part la place de choix faite au rapport général public 2021 de la Cour des comptes comme point de départ du succès vers le chemin de la bonne gouvernance, et d'autre part, relativement aux aspects de son incidence fiscale, condition indispensable à la réussite d'une politique de civisme fiscal, d'équité et de justice sociale. Ce qui justifie le thème « Situation fiscale des biens déclarés à la Cour des comptes par les autorités assujetties ». C'est le lieu pour nous de saluer la confiance et l'estime que la Cour des comptes et la Direction générale des impôts ont su placer en notre structure en qualité de partenaires stratégiques. Qu'elles en soient sincèrement félicitées. En espérant que désormais, chaque citoyen, fier et engagé dans la construction du développement socio-économique de notre chère nation, le Niger, pays des hommes responsables, va incarner cette valeur de responsabilité, quelle que soit sa place dans la nation, comme seule identité et référence à l'accomplissement de son devoir civique. L'Association nigérienne pour le civisme et la croissance souhaite à tous et à toutes paix et prospérité. Restons toujours avec l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC pour suivre cette fois-ci un public reportage portant sur la journée nationale de la responsabilité. C'est avec Adam Soumana. Le 15 juin 2012, dans la prestigieuse École nationale d'administration et de magistrature ENAM, sous le parrainage de son Excellence Dr Al-Hussein Mouloud, président d'honneur de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANDC, et en présence de la très sage et respectée Madame Bazei Salifou Fatimata, présidente du Conseil constitutionnel, il a été institué l'initiative Journée nationale de la responsabilité comme socle du renforcement et de la promotion du slogan Niger, pays des hommes responsables, en tant qu'identité et référence d'hommes et de citoyens modèles capables de relever les défis du développement socio-économique de la nation. Aujourd'hui, le 15 juin 2022,
Avec l'engagement collectif de tous pour la bonne gouvernance et le civisme fiscal, une place de choix est faite au rapport général public 2021 de la Cour des comptes, comme baromètre de la responsabilité des autorités, particulièrement sur les aspects de son incidence fiscale relative à la déclaration de leurs biens assujettis. C'est pourquoi cette édition 2022 de la Journée nationale de la responsabilité a pour thème situation fiscale des biens déclarés à la Cour des comptes sous le signe responsabilité fiscale des autorités pour l'exemple d'un civisme fiscal d'équité et de justice sociale aux fins d'encouragement et de motivation des contribuables à la transparence fiscale. En cette heureuse circonstance, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, ANDC, salue la confiance et le soutien des autorités de la Cour des comptes et de la Direction générale des impôts en qualité de partenaires stratégiques dans la mise en œuvre des actions concourant à la réalisation effective des idéaux communs de changement profond des mentalités et des comportements pour réussir ensemble les défis de la bonne gouvernance, gage d'un développement harmonieux de notre chère nation, le Niger, pays des hommes responsables. La journée nationale de la responsabilité, c'est pour un Niger de paix et de prospérité dans l'harmonie et la sagesse de ses hommes. Du sport dans cette édition, la championne d'Afrique de 200 mètres Aminata Saini est de retour au Bercail après avoir honoré le Niger au championnat d'Afrique tenu en île Maurice. La championne a été accueillie hier par le ministre de la Culture assurant l'intérim de son homologue de la jeunesse et du sport. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Vice-championne du 100 mètres et championne du 200 mètres, Aminata Saini a dignement honoré les couleurs du Niger au championnat d'Afrique d'athlétisme senior Maurice 2022. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé à l'héroïne de l'aéroport international Diori Hamani au ministère de la Jeunesse et du Sport. C'est l'euphorie totale. Le titre de championne d'Afrique remporté par la Nigérienne n'a pas laissé indifférent l'autorité. Je suis heureux d'accueillir mademoiselle Aminata Saini Moumouni pour sa brillante prestation en île Maurice, lui donnant le titre de championne d'Afrique sur 200 mètres. Cette performance constitue l'aboutissement d'un travail considérable. On l'applaudit pour son palmarès. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, du Premier ministre chef du gouvernement, M. Oumoud Mahamadou, des membres du gouvernement et de l'ensemble du peuple nigérien, nous vous adressons toutes nos félicitations pour l'honneur que vous faites à notre pays. Grâce à vous, Aminatou, l'hymne national du Niger a retenti en île Maurice, au grand bonheur de tous les Nigériens. Félicitations à la Fédération nigérienne d'athlétisme. Bravo à toi, championne. Très émue, la championne d'Afrique de 200 mètres dit être reconnaissante pour ses soutiens inestimables. Je suis très content pour cet accueil à chaleureux par monsieur le ministre. Je suis très heureux et très content pour cet accueil chaleureux. Bon, mon message est de dire à nos parents qu'ils laissent leurs filles et leurs enfants qu'ils viennent faire le sport. Parce que le sport, c'est très important de pratiquer. Car dans le sport, surtout dans ma catégorie, dans l'athlétisme, nous n'avons pas beaucoup de filles. Surtout sur les filles. Nous n'avons pas beaucoup de filles qui peuvent représenter notre pays sur le champ mondial, sur le champ en Afrique et sur le champ d'autres plans aussi. Avec le titre de champion d'Afrique, cela qualifie directement Aminata Saini au championnat du monde d'athlétisme. Ainsi, dans un mois, l'héroïne va défendre les couleurs du Niger au-delà tout un continent aux États-Unis.
Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique. Cette semaine, nous nous sommes intéressés au thème « Comment porter plainte ?» un thème développé par Maître Amani Mustafa Nebi, avocat à la Cour. Très bonne réception. Toute personne qui est victime de la commission d'une infraction à la loi pénale peut décider de porter l'affaire devant les autorités d'enquête. La procédure est simple. Si vous êtes victime, vous êtes dans cette situation, vous pouvez saisir l'agent enquêteur ou l'officier de police ou l'officier ou la gendarmerie ou la garde dans des circonstances où vous n'avez pas accès à la police ou à la gendarmerie pour expliquer les faits qui vous amènent à vous sentir victime d'une infraction à la loi pénale. Quand vous vous présenterez devant ces personnes, votre seule obligation, c'est de faire une déclaration pour expliquer ce qui s'est passé. Et très souvent, en fonction de l'infraction qui a été commise, on va souvent vous donner une convocation pour remettre à l'auteur des faits, ou souvent la police ou l'agent enquêteur va essayer de prendre les dispositions pour aller interpeller directement la personne. Je vous donne l'exemple d'une affaire de meurtre. Quand une personne porte ses faits, par exemple un ayant droit de la personne décédée porte plainte devant les autorités de poursuite, les autorités enquêteurs, eh bien, on ne va pas remettre une convocation pour aller remettre à la personne présumée auteur de ces faits de meurtre. Parce que là, imagine quelqu'un qu'on accuse de tuer quelqu'un, on donne une convocation pour aller lui remettre. Ça risque de créer d'autres situations plus inconfortables. Donc, on convoque la personne ou on fait interpeller la personne. Et là, parce que tu as porté plainte, on a seulement entendu ta version des faits. Donc, il revient aussi à l'agent enquêteur d'écouter l'autre partie sur ce qu'on lui reproche. C'est à partir de là, l'agent enquêteur va savoir exactement la conduite à tenir. Il faudra faire la petite nuance entre la personne victime d'une infraction à la loi pénale et la personne qui constate la violation de la loi pénale. Parce que tout citoyen a l'obligation de dénoncer des faits de violation à la loi pénale. Quand vous constatez la commission d'une infraction à la loi pénale, vous n'êtes pas la victime directe, mais vous avez l'obligation de dénoncer cette infraction-là pour que les dispositions soient prises, l'ordre qui peut être troublé soit rétabli. Donc là, vous n'êtes pas directement victime, mais vous vous êtes acquitté d'une de vos obligations principales qui est la dénonciation d'une infraction commise. Eh bien, le déferment intervient bien après, comment on appelle ça, bien après l'enquête. Parce que quand l'agent enquêteur est saisi des faits, je le disais tantôt, il va, s'il estime qu'il y a une violation de la loi pénale, il va instruire à son niveau, enquêter sur le dossier. Il va d'abord informer le procureur de la République, qui est le directeur de l'enquête. Quand il l'informe, le procureur va lui dire les dispositions à prendre dans une telle situation, la conduite à tenir, et l'enquête sera diligentée. La partie prétendue victime sera entendue, la partie mise en cause sera entendue, des témoins éventuellement seront entendus. S'il y a lieu, des expertises seront diligentées, et après tout, on aura un dossier qui sera déféré devant le procureur de la République. Quand le dossier atterrit devant le procureur de la République, le procureur va prendre connaissance du dossier, bien que très souvent, c'est lui déjà qui a dirigé l'enquête, il a
tous les éléments nécessaires avant même l'arrivée du dossier à son cabinet. Il prend connaissance du dossier, il examine le dossier, il entend les parties qui sont déférées, parce que pour rappel, la partie mise en cause peut être gardée à vue au niveau de la police, tout comme on peut mettre le dossier dans le jargon de ce qu'on appelle un renseignement judiciaire. Donc là, la personne n'est pas gardée à vue. Dans le premier scénario où la personne est gardée à vue, donc on fait appel à la prétendue victime et on défère le dossier, y compris la personne gardée à vue et la victime devant le procureur de la République qui va entendre les parties et décider de la suite à donner. Là, quand le procureur examine le dossier, il peut donner ce qu'on appelle, il peut mettre le dossier en flagrant délit. Donc là, il estime que les faits ne souffrent d'aucune contestation, l'évidence y est, il n'y a rien à rechercher, la personne ne peut que être présentée devant un juge pour être fixée sur son sort. C'est ça le flagrant délit. Quand le procureur de la République estime qu'au regard du dossier, il y a d'autres éléments à rechercher, il y a d'autres personnes à entendre, et bien là, le dossier n'est pas en état d'être jugé. Là, il prend un réquisitoire introductif pour envoyer le dossier en instruction. S'il estime que les faits sont là, il n'y a rien à rechercher, mais il pense que les faits ne sont pas tellement graves pour troubler assez l'ordre public, là, il met le dossier dans le jargon de ce qu'on appelle en citation directe. Donc, il laisse la personne en liberté et il cite directement la personne pour comparaître à une date qu'il va lui indiquer devant le tribunal correctionnel. L'autre scénario, c'est quand le procureur estime qu'au regard des faits, au regard de l'enquête qui a été diligentée, il n'y a pas opportunité de poursuivre, et bien là, il peut décider de classer l'affaire sans suite. Ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est que le classement sans suite est une mesure administrative. Le procureur peut estimer qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas d'élément lui permettant d'engager une procédure pénale, donc il classe le dossier sans suite. Donc ça veut dire qu'il n'a donné aucune suite à la procédure va s'arrêter à son niveau, il va délivrer ce qu'on appelle un avis de classement sans suite à la victime, où il lui sera indiqué les voies de recours contre cet avis de classement sans suite, où la victime, on va lui indiquer même que la victime peut se constituer, peut faire une plainte avec caution de partie civile devant le juge d'instruction, ou saisir même le procureur général, ou souvent il y a des formules de style où on dit même saisir même la ligne verte et tout ça. Mais ce qui est important de dire, c'est que le procureur, quand le déferment va être effectué à son niveau, a de larges éventails devant lui en fonction des faits, en fonction de la gravité et en fonction aussi de l'opportunité. Parce qu'on dit qu'il a l'opportunité de poursuite. Ça veut dire que l'infraction est même constituée, mais le procureur estime qu'en l'état actuel, ce n'est pas opportun de poursuivre. Et là, il classe l'affaire sans suite. Et là, après le déferment, en fonction de s'il y a un réquisitoire introductif, là, c'est le juge d'instruction qui va continuer à faire son instruction. Et au terme de son instruction aussi, en fonction des éléments recueillis, le juge d'instruction va soit renvoyer la personne devant la juridiction pour être jugé, soit prendre une ordonnance de non-lieu. Si c'est devant la juridiction de flagrant délit, eh bien là, la personne sera présentée devant le tribunal de flagrant délit dans un délai très bref. Et la loi dit même, normalement, c'est sur le champ. Quand on te met en flagrant délit, sans désemparer, on doit te présenter devant un juge pour être jugé. Mais malheureusement, en tout cas dans la pratique, ce n'est pas le cas. Dans la pratique, on te dépose d'abord un mandat de dépôt dans une maison d'arrêt. Après, on va enrôler ton dossier et on va t'appeler pour être jugé. Mais là, l'encadrement aussi que la loi a eu à faire dans cette situation, c'est que la personne qui est poursuivie en flagrant délit doit être jugée dans les 30 jours
à compter de la première audience. Après le déferment, c'est la présentation soit devant la juridiction de jugement, soit devant le juge d'instruction qui va continuer le travail. Si c'est en citation directe aussi, là, déjà on t'a donné une date où tu vas comparaître devant la juridiction pour être jugé et être fixé sur ton sort. Et très souvent, c'est ce qui se passe surtout dans les affaires économiques. Parce que l'objet du déclenchement de la procédure pénale pour la victime, c'est d'être dans ses droits. C'est d'être dans ses droits. Et ses droits à lui, en tant que victime, c'est d'être indemnisé. Point barre. Pour ce qui est de la condamnation pénale, là, c'est de la responsabilité du ministère public qui représente la société, qui doit recueillir et veiller à ce qu'il y ait une condamnation pénale. Donc la victime qui a porté plainte pour une infraction commise à la loi pénale qui lui a porté un préjudice peut de son chef, si la personne mise en cause est dans les dispositions nécessaires pour transiger avec la victime, peut bien le faire. Et si ils ont fait, très souvent, ils font un protocole d'accord ou un acte transactionnel qui sera versé au dossier de la procédure. Ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est que l'accord obtenu entre la victime et la personne mise en cause ne met pas fin à la procédure si la procédure a été engagée. Si la procédure a été engagée, si on a déjà dépassé le stade du déferment, le procureur a donné suite, eh bien, rien ne peut arrêter la procédure. Même le procureur qui a donné suite ne peut pas revenir sur sa procédure. C'est ça la particularité en fait de la procédure pénale. Même le procureur qui donne suite n'a plus la maîtrise de la procédure pénale. Même si on retire la plainte, le dossier doit être présenté devant un juge qui va statuer pour tirer les conséquences. Il y a un retrait de plainte qui est là, d'accord. La victime n'est plus dans la procédure, la victime ne va plus demander des dommages intérêts ou une réparation quelconque d'un préjudice subi. Mais l'action publique qui a été enclenchée par le ministère public reste et demeure. L'instance est là. Maintenant, il revient à la juridiction saisie de souvent prendre ces situations-là en compte. Très souvent, c'est ce qui se fait. Si la victime a retiré sa plainte, donc on va estimer que l'ordre n'est plus troublé. Si la victime a été dédommagée, on va estimer que bon, la personne mise en cause est un peu de bonne foi ou essaye de, tant bien que mal, de collaborer pour essayer de mettre la victime dans ses droits. Donc là, souvent, c'est des éléments qui vont concourir à permettre à ce que des circonstances atténuantes soient reconnues à la personne. Parce que le juge, quand le juge va statuer, le juge va déterminer, au regard si l'infraction est constituée, on arrive en fait après au stade de la peine. L'infraction est constituée, maintenant quelle peine va être infligée à la personne poursuivie. Maintenant, au niveau de la peine, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en considération. On va déterminer les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, la personnalité de la personne poursuivie. Est-ce que c'est un délinquant primaire? Est-ce que c'est une personne qui peut être resocialisée? Est-ce que c'est une personne qui n'a jamais eu de problème avec la justice? Est-ce que c'est une personne qui a déjà, par exemple, réparé le préjudice causé par l'infraction? Tout ça, c'est des éléments qui vont faciliter les circonstances atténuantes pour la personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la transaction est bien possible, même lorsque la procédure est engagée. Mais cette transaction n'a pas pour effet de mettre fin à la procédure pénale. La seule situation, je dis bien, ou les deux seules situations qui sont possibles, c'est quand c'est une infraction de diffamation. Quand c'est une infraction de diffamation, l'auteur, la personne victime, prétendue victime, s'entend avec la personne mise en cause, eh bien, s'il y a le retrait de plainte, s'il y a un protocole d'accord, ça met fin à la procédure. Là, le ministère public n'a pas la maîtrise de la procédure. Parce que c'est des procédures, ce qu'on appelle des procédures attitrées, où seule la personne victime peut enclencher la procédure. C'est le cas aussi du délit d'adultère.
Pour le cas du délit d'adultère, on dit bien seul l'époux offensé peut enclencher la procédure pénale. Eh bien, si l'époux est offensé s'entend avec l'époux qui l'a offensé, eh bien, là, en cas de retrait de plainte, ça met fin à la procédure. Mais en dehors de ces deux situations, le retrait de plainte, la transaction éventuelle intervenue entre la personne prétendue victime et la personne mise en cause ne peut pas mettre fin à la procédure.